llegar a la discusión y la lucha por el cierto. Merci, professeur Zamora. Je voudrais tout d'abord chaleureusement remercier le professeur Quesada et les responsables du département de philosophie de l'Université Autónoma de Madrid de me permettre de converser avec vous, de discuter du problème, du rapport de Heidegger, non seulement au nazisme, mais aussi à la philosophie. Dans quelle mesure Gesamtausgabe, l'œuvre complète de Heidegger, procède de fondements que l'on peut encore ou non concevoir comme philosophiques. Vous m'excuserez de parler en français, je lis l'espagnol, je ne le parle presque pas, et le texte que j'ai préparé est traduit en espagnol, vous pouvez le voir, mais si je le lisais, l'accent rendrait mon espagnol encore plus incompréhensible que mon français. Je voudrais commencer par rappeler une chose, c'est que j'ai un peu étudié les dossiers, les archives Heidegger à Berlin, et nous savons que Heidegger avait demandé et reçu l'autorisation de venir à Madrid donner des conférences, ainsi qu'à Lisbonne, en 1943, au moment où on prévoyait une victoire totale de l'Allemagne nazie sur l'Europe, et où Heidegger serait venu à Madrid, à Lisbonne, présenter ses pensées d'une Allemagne victorieuse. Et puis finalement, le cours de la guerre, Stalingrad, etc., a fait que Heidegger a renoncé à venir à Madrid et à Lisbonne. Mais après 1945, finalement, il a réussi tout à fait à diffuser de manière planétaire sa pensée, surtout d'ailleurs de façon posthume. Ce qui est unique chez Heidegger, par rapport à Carl Schmitt, par exemple, c'est le grand projet qu'il met en place un an avant de mourir, de publication de sa Gesamtausgabe, de son œuvre intégrale. Et Gesamt, c'est aussi une œuvre totale, une œuvre qui résume tout le destin ou tout le salut de l'Occident. Et Heidegger dit d'ailleurs, ce n'est pas une œuvre, ce sont des chemins. Je crois que le professeur Quesada a très bien, par le titre de son livre, montré quels sont les chemins de Heidegger. Le Camino all'Olocausto, ce sont des chemins qui portent en eux une volonté dit Heidegger, Vernichtung, d'anéantissement, d'extermination. Et c'est ce chemin sur lequel je voudrais dire quelques mots. Alors, je voudrais commencer par me réjouir de la convergence dans la recherche entre les travaux du professeur Quesada, que j'ai découvert grâce à ce livre, des Camino all'Olocausto, et mes propres recherches, à savoir que je crois que nous sommes dans une nouvelle interrogation et un nouveau moment de la recherche critique sur les fondements de la pensée de Heidegger, où nous devons répondre aux défis de texte que ni Sartre, ni Hannah Arendt ne pouvaient connaître. À savoir ces textes qui paraissent chaque année paraissent 2 volumes de la Gesamtausgabe, il y en a déjà 70, il y en aura 102. Et ce qui me paraît le plus important dans le livre du professeur Quesada, c'est que non seulement il traduit en espagnol beaucoup de discours politiques terribles qui n'étaient, je ne vois pas encore traduits, mais surtout, il va chercher dans les textes les plus philosophiques le dessein profond de Heidegger. Alors, par exemple, le livre sur Kant, qui est souvent considéré comme le grand livre philosophique, eh bien, il y a ce thème de la Lucha per el ser, Kampf um das Sein, la lutte pour l'être, dont le professeur Quesada montre toute l'importance. Et puis, il y a, bien avant, en 1922, ce petit texte inédit du vivant de Heidegger, situation de herméneutique, interprétation phénoménologique d'Aristote. Et je crois qu'il est très important d'avoir montré que ce texte est vraiment initiateur, parce que on y trouve déjà le thème du souci, du rapport à la mort, et on y trouve
la définition du chemin philosophique comme destruction. Alors, curieusement, Heidegger, qui n'emploie très peu de termes latins, emploie le mot destruction. Qu'est-ce que c'est que cette destruction? Heidegger dit le chemin philosophique authentique, l'herméneutique se définit comme destruction. Alors, est-ce simplement un projet de déconstruction de l'histoire de la philosophie? On peut le croire. D'autant qu'en 1927, quand Heidegger publie la première moitié de Être et temps, il annonce une deuxième moitié qui sera la destruction de l'histoire de l'ontologie. Aristote, Descartes, Kant. En fait, comme vous le savez, ce deuxième volume ne sera jamais publié. Et ce que je voudrais montrer, la thèse forte que je voudrais défendre aujourd'hui, si on la discute, c'est que la destruction chez Heidegger n'est pas seulement un projet historique et intellectuel, c'est un projet qui a deux variantes possibles, mais il y en a deux. La première variante, c'est la variante douce, quand Heidegger parle après la guerre, après 1945, de Abbau, ce qui a été traduit en français par Gérard Granel, par déconstruction, mot que Jacques Derrida a repris pour en faire un programme planétaire de commentaires très fins souvent, à la lisière de la littérature et de la philosophie. Mais ça, c'est vraiment la version de surface. Et puis, il y a une autre version de la destruction, qui est la Vernichtung, qu'on peut traduire en français par anéantissement ou extermination. Et quand le professeur Quesada dit que le programme de 1922 est un programme de destruction des modes de vie impropres, je crois qu'il a vu exactement l'intention de Heidegger. Nous en avons aujourd'hui la preuve textuelle dans un cours qui est paru en 2001. Alors, quand on lit le titre, on se dit c'est de la philosophie pure. Sein und Wahrheit, être et vérité, vom Wesen der Wahrheit, de l'essence de la vérité, quoi de plus philosophique en apparence. Mais en réalité, vous avez d'abord des énoncés d'un nazisme radical, tout à fait explicite, c'est un cours de l'hiver 1933-34, et surtout, vous avez un commentaire du polémos, du combat d'Héraclite, qui est un commentaire schmittien, heideggerien, national-socialiste, dans lequel Heidegger explique à ses étudiants en philosophie. Il leur dit, pour que votre existence, pour que l'existence ne soit pas hébétée, il faut identifier l'ennemi intérieur, greffé sur la racine du peuple. Et pourquoi l'identifier? J'ai là la traduction, mais je la dirai mal. Poner en pratica la agression a largo plazo teniendo como objectivo el exterminio total, völligen Vernichtung. Voilà ce qu'il imaginait le cours que c'était, dans lequel il dit voilà, le but c'est d'identifier l'ennemi pour l'exterminer complètement. Est-ce encore de la philosophie? Quand la destruction devient völligen Vernichtung, est-ce encore de la philosophie? Ma réponse est négative. Cela montre qu'il y a chez Heidegger une volonté de passage à l'acte. La Vernichtung, ce n'est pas un projet intellectuel. Et une volonté qui se donne une apparence de philosophie, mais qui, dans son intention, est d'un autre ordre. Et donc là est vraiment le problème. Et ce qui est terrible, c'est que dans toute la planète, toutes les bibliothèques de philosophie sont abonnées à la Gesamtausgabe. Comme on l'a dit, comme l'ont bien dit mes collègues, Heidegger est classiquement perçu comme l'un des deux grands philosophes du XXe siècle avec Wittgenstein. Donc, toutes nos bibliothèques reçoivent 2 tomes de la Gesamtausgabe chaque mois. Et donc, ces textes sur la völligen Vernichtung sont maintenant, entre Cassirer et Husserl, comme patrimoine de la philosophie du XXe siècle. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, un énoncé philosophique, lorsqu'on le lit, lorsqu'on lit les dialogues de Socrate, lorsque l'on lit l'éthique de Kant, sont non seulement des énoncés pour passer des examens, mais des énoncés que l'on peut pouvoir mettre en pratique. Que signifient ces textes? Imaginons ce que serait si nous voulions mettre en pratique
ces injonctions de Heidegger. Et ce qui est très très étonnant, c'est que ces textes, il a programmé leur édition après sa mort. C'est lui-même qui a programmé, sans aucune autocritique, sans aucun regret, l'édition de ses cours. Même Carl Schmitt voulait, qui a fait des textes terribles. Par exemple, en 1935, il y a un texte où il justifie les lois de Nuremberg sous le nom « La Constitution de la liberté ». Mais il n'a pas programmé qu'on réédite ces textes après sa mort. Tandis que Heidegger, oui. Et non seulement qu'on les réédite, mais qu'on les édite, parce que ce texte n'était pas édité en 1933. Donc, le problème n'est pas seulement de savoir jusqu'à quel point Martin Heidegger était nazi dans les années 30, c'est surtout de savoir qu'a-t-il en tête lorsqu'il programme la publication pour 2001, au début du troisième millénaire, de tels textes. Je pense qu'au fond, le projet qu'il avait de venir donner des conférences dans toute l'Europe, c'est un projet qu'il va ensuite déployer comme une œuvre totale, publiée après sa mort, qui vaut pour le millénaire à venir. Et les dates sont souvent bien choisies, je crois, dans la publication de la Gesamtausgabe. Parce que le livre qui contient tous les écrits politiques est juste publié en 2000 par le fils même de Heidegger, comme chemin de vie. Discours et autres signes d'un chemin de vie. Et vous avez dedans des textes comme le discours aux médecins de l'Académie d'anatomie pathologique, où Heidegger dit aux médecins de Fribourg, ce qui était grand chez les Grecs, et il a une lecture de Platon qui est tout à fait excessive, c'est que quand le malade n'était plus utile au peuple, le médecin n'avait plus le droit de venir le voir. Ce qui signifie clairement que l'être humain n'a le droit d'exister que dans la mesure où il est utile au peuple. La possibilité éthique d'une vie humaine est détruite, puisque l'être humain n'existe qu'en tant qu'il est utile au peuple. Et s'il est ennemi du peuple, on l'identifie, on l'extermine totalement. Voilà donc. Et le fils Heidegger publie ce discours, publie ces textes politiques, et dans la postface, il dit « Mon père n'avait pas de tendance fasciste. » Alors, peut-être pas de tendance fasciste, mais de tendance national-socialiste, certainement. Donc c'est une situation difficile. Alors, je voudrais encore indiquer deux points très importants à mon avis. À partir du moment où on dit que la pensée de Heidegger n'est pas dans ses fondements une philosophie, à cause de sa radicalité destructrice, voire exterminatrice, la philosophie n'est pas un chemin, un camino à l'holocauste, heureusement. On va dire, mais il y a quand même, chez Martin Heidegger, un penseur de l'être, un penseur de la différence de l'être et de l'étant. Ça peut rester comme une philosophie valable. Que répondre à cela? C'est le genre d'objection intéressante qu'il faut se poser. Je dirais que la distinction de l'être et de l'étant n'est pas une invention de Heidegger. On la voit par exemple classiquement dans la philosophie médiévale, chez Saint Bonaventure. Et le maître en théologie de Heidegger, Karl Breit, publie à la fin du XIXe siècle un livre qui s'appelle Vom Sein, Abrys der Ontologie, de l'être, traité résumé d'ontologie, où il met en exergue une citation de Bonaventure sur la distinction être-étant. Donc, ce qui importe, c'est ce que Heidegger va faire de ces distinctions qu'il n'invente pas. Eh bien, j'ai découvert récemment une lettre inédite qui n'est pas dans mon livre, une lettre à un collègue de Fribourg, Kurt Bauer, de 1943, dans lequel Heidegger dit « Ce que tu me dis de l'être est exact. L'être, souvent, est pour moi une formule ou un prête-nom, un Deckname. Donc un mot qui lui sert à cacher autre chose. Et donc, c'est là où il faut avoir, je crois, une lecture aujourd'hui moins naïve de Heidegger. Voilà des textes où vous pouvez avoir des expressions qui ont l'air philosophiques. Essence de l'être, Wesen des Seins, Wesen des Wahrheit, essence de la vérité, mais qu'est-ce qu'il entend par être? Et par exemple, j'ai découvert des séminaires inédits, j'en ai publié des extraits importants. On voit Heidegger utiliser la différence entre être et étant dans un cours d'éducation politique, Politische Erziehung,
pour former, dit-il, une noblesse politique pour le Troisième Reich. Politische Adel. Donc là, c'est tout à fait politique. Et alors, il dit qu'au fond, l'État hitlérien, Führerstaat, est au peuple allemand ce que l'être est à l'étang. Il utilise la différence ontologique dans un sens nazi. Donc là, on le voit, justement, se servir de ce Deckname, de ce prête-nom de l'être, pour faire passer le fond de son message, qui n'est pas philosophique, mais qui est radicalement nazi. Il s'agit d'instituer la relation de domination du Führer sur le peuple. Et bon, ces textes sont maintenant publiés dans le chapitre 5 de mon livre, vous pouvez les lire en espagnol, je ne vais pas les citer. Donc voilà le genre d'utilisation d'un langage philosophique pour traduire une réalité qui n'est plus philosophique. Alors, voilà le point que je voulais indiquer pour la question de l'être. Maintenant, il a été à plusieurs reprises, notamment dans votre communication, du rapport de Heidegger à la technique. Ça, c'est bien sûr un thème qui peut paraître très séduisant, qui peut faire de Heidegger un grand penseur anti-moderne, contre la mondialisation ou la dévastation technique. Le problème, là, c'est que Heidegger a laissé un testament. C'est l'entretien qu'il a donné au Spiegel en 1966 et qui n'est publié qu'après sa mort en 1976. Et quand il est mort, c'est une période où je lisais comme étudiant il y a un peu plus de 30 ans, donc Heidegger, avec un intérêt, me posant beaucoup de questions. J'étais même allé à Fribourg faire de l'allemand en 1976 en me disant je verrai peut-être Heidegger, et en fait il est mort 2 mois avant. Et puis là-dessus paraît ce testament. Et dans le testament, que dit Heidegger? Il dit que, en ce qui concerne le rapport de l'homme à la technique, le national-socialisme, le nazisme, est allé dans une Richtung, une direction satisfaisante. Il laisse ça comme message. Donc, ce qui veut dire que la critique heideggerienne de la technique fait une exception. Cette exception n'est pas petite, ça veut dire qu'il y a un régime, une doctrine, un peuple qui a su penser ou vivre la technique de manière satisfaisante, c'est le national-socialisme. Et il le dit encore comme son testament. Jusqu'au bout, il estime que, au fond, le nazisme était dans un rapport authentique à la technique. Or, qu'est-ce que le rapport du nazisme à la technique? C'est deux choses dont parle Heidegger. La première chose, il en parle longuement dans la conclusion au cours sur Nietzsche de 1940. Mai-juin 40, Nietzsche, le nihilisme européen. Un cours qui est publié dans une version, comme vous l'avez bien dit, édulcorée en 1961. Heidegger enlève les 3 pages de conclusion. Alors ça change tout le sens, parce que dans cette conclusion, il explique que la philosophie disparaisse de l'université n'est pas important à côté de la motorisation de la Wehrmacht. Motorisierung der Wehrmacht, das ist ein metaphisischer Akt. La motorisation de la Wehrmacht, voilà un acte métaphysique, plus important que la disparition de la philosophie à l'université. Donc là, on a une valorisation de cette Blitzkrieg qui fait que l'Allemagne, en 6 semaines, a déferlé sur la Hollande, la Belgique, les Ardennes françaises et nous a gagné la guerre en 6 semaines. Il faut dire que les Français n'avaient pas fait de l'Maginot contre la Belgique, vous connaissez tout cela. Donc, victoire Hitler comme acte métaphysique. Et là, la motorisation de la Wehrmacht, c'est vraiment un rapport à la technique que Heidegger va commenter longuement dans son cours en disant il faut une nouvelle humanité, Neues Menschentum, qui se laisse dominer par la technique pour mieux la dominer. Et cette nouvelle humanité, c'est l'humanité nazie qui a su faire de la technique un instrument de domination militaire. Donc la première relation satisfaisante à la technique, c'est la militarisation du Troisième Reich qui doit assurer sa victoire totale, d'abord à l'ouest, ensuite à l'est, et finalement une victoire planétaire. Et tout cela, jusqu'au bout, Heidegger le défend.
là, on se dirait, Heidegger est ultranationaliste, il est militariste. Bon, c'est déjà grave pour un philosophe. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a une autre dimension, encore bien pire, bien sûr, de la technique nazie. Ce sont les chambres à gaz, Gaskammer. Et cela, Heidegger en parle dans de terribles conférences qu'il prononce à Brême en 1949, où il y a ces terribles textes, où alors ça semble critique, il dit qu'il y a des manifestations de la technique moderne qui sont le même, et de façon très, très choquante, il met sur le même plan, l'agriculture motorisée, les camps d'extermination et les chambres à gaz. Et c'est un texte tellement terrible qu'il ne l'a pas publié de son vivant. Il l'a enlevé dans l'édition en 1962 de sa conférence, et il l'a remis dans la Gesamtausgabe. Au tome 74, vous avez ce texte, et vous en avez un autre encore pire, où il demande si, dans les camps d'extermination, les victimes sont vraiment mortes. 3 fois, il demande « Sterben Sie ». Finalement, il répond « Pour mourir, il faut aimer l'essence de la mort et être dans l'abri de l'essence de l'être ». Donc une effroyable doctrine qui veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants qui sont gazés ou ils n'aimaient pas assez l'essence de la mort pour pouvoir être des mortels. Enfin, à mon avis, c'est le pire. C'est le pire, ce sont ces conférences de Brême. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment une doctrine de la Vernichtung, de l'extermination, entre guillemets, technique, qui est accomplie par le Troisième Reich. Et dire dans son testament que la relation établie par le Troisième Reich à la technique est satisfaisante, c'est entériner à la fois un programme de militarisation, de victoire totale sur l'Europe et la planète, mais aussi un programme d'extermination. Et il vient de paraître récemment en Allemagne une biographie de Himmler. On sait maintenant que le premier objectif des nazis, c'était l'extermination des Juifs d'Europe. Ils ont exterminé en quelques mois la moitié des Juifs d'Europe. Mais Himmler avait déjà une deuxième étape. Il avait déjà planifié exactement et très concrètement l'extermination de 30 autres millions d'Européens, essentiellement des Slaves, et aussi, ça commençait à aller vers les Latins. Le peuple français, Hitler dit dans Mein Kampf qu'il était négrifié, donc vernegert. Donc c'est vous dire que les premières victimes, celles qui ont le plus souffert, celles auxquelles on doit être le plus vigilant, respectueux et compétissant, ce sont les Juifs d'Europe. Mais il faut savoir aussi que le programme d'extermination nazi était déjà prêt pour aller de façon beaucoup plus large vers les peuples d'Europe qui n'étaient pas dans la Germanische Stamm, donc les peuples slaves avant tout, les peuples latins. Donc c'est quelque chose qui passe l'entendement, bien entendu. Et alors il y avait, si vous voulez, une partie du séminaire qui n'était pas dans l'édition française de mon livre, mais que j'ai trouvé ensuite, et donc je l'ai mise dans l'édition espagnole. Il y a toute une séance où Heidegger parle du peuple et de l'espace. Et il dit que l'espace allemand, parce qu'il dit que chaque peuple a un espace. Il n'y a pas de peuple sans espace. Chaque peuple a un espace ontologiquement lié à son être de peuple. Il dit au fond l'espace du peuple allemand, c'est-à-dire qui est bien au-delà des frontières du Reich. Les Sudètes, mais aussi une grande partie de la Pologne, de l'Ukraine, etc. L'espace du peuple allemand, les peuples slaves en auront certainement une autre révélation, donc ils ne peuvent pas accéder à la manifestation de l'espace allemand, comme le ferait un Allemand. Quant aux nomades sémites, dit-il, Nomadensemiten, c'est-à-dire les Juifs d'Europe, ils n'en auront vraisemblablement aucune manifestation. Donc c'est une manière de les exclure complètement de ces espaces qu'il va s'agir de conquérir au nom du Lebensraum. Et voilà évidemment quelque chose de très très difficile. Donc vous parliez, Lucien Fernandez Flores, du racisme spirituel de Heidegger. Ça c'est un point aujourd'hui bien établi. Mais il y a quelque chose d'encore plus dur qui est cette intention exterminatrice. Qui n'est la destruction pensée comme Vernichtung.
Et maintenant, ces textes sont publiés. Donc on est face à cette réalité, et c'est en ce sens que, si vous voulez, quand dans des discussions, on me dit, mais Lévinas, Sartre, d'autres philosophes encore, tout en étant critiques, voyaient une importance philosophique chez Heidegger, je dis, ils ne connaissaient pas ces textes, et maintenant nous devons faire face à cela, et voilà la gravité, la radicalité de l'enjeu. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias al profesor Hey. Un remerciamiento por su presentación. Y a continuación comenzamos un turno de preguntas a cualquiera de los ponentes de esta mañana. Hay aquí un micrófono, creo, para grabar. Si no hay nadie que quiere preguntar. Bueno, ¿se oye? No, es en relación con la cuestión que planteaba el profesor anteriormente acerca de la influencia en Heidegger de ese romanticismo que estaba extendido, ese espíritu práctico y que sin duda influyó decisivamente en su pensamiento, lo cual explicaría por una parte que no es tan original como se lo presenta habitualmente. Mi pregunta es, como ha salido también el nombre de Nietzsche en otras ocasiones, ¿en qué modo la influencia de Nietzsche es decisiva en esta formación de ese pensamiento de conservador que tanta influencia tuvo en Heidegger? Ya sé que bueno, es un tema, el Nietzsche de Heidegger, pero más allá del Nietzsche de Heidegger, ¿en qué modo la figura de Nietzsche es decisiva para generar ese ambiente en el cual se formó Heidegger y el cual él supone de alguna manera una continuación, ¿no? Porque claro, aquí también hay, en relación con la comparación, la relación que se establece entre Nietzsche y Heidegger, se plantean distintas posiciones, ¿no? Me gustaría conocer cuál es la posición que tienen ustedes sobre esta cuestión. La relation de Heidegger avec Nietzsche, comme le rappelait tout à l'heure le professeur Quesada, pour être bien comprise, doit être maintenant vue dans la réédition des cours sur Nietzsche dans la Gesamtausgabe. Et là, on voit, c'est très curieux parce que à partir de 1936, Heidegger fait cours chaque année sur Nietzsche, et le dernier cours qu'il veut prononcer en 1941, qui s'intitule La métaphysique de Nietzsche, il ne prononce pas. Il laisse Nietzsche, il se met à enseigner Hölderlin. Mais il publie après la guerre en 1961 ce cours, et là, on voit qu'il tire de Nietzsche une doctrine de la Vernichtung. Le mot Vernichtung, anéantissement, extermination, est tout à fait central dans le dernier chapitre du cours sur la justice chez Nietzsche. Alors, est-ce encore du Nietzsche? Au début de son cours, Heidegger dit bien que il enseigne Nietzsche de façon à ce que sa pensée et celle de Nietzsche s'interpénètrent. Donc, il est très difficile de démêler ce qui est encore de Nietzsche, ce qui est de Heidegger. Il y a chez Nietzsche quelques textes sur il y a un texte notamment sur la Vernichtung des verfallenen Rasse in Europa, qui est terrible. Enfin, il y a quelques textes qui peuvent être utilisés, ou des textes aussi sur le Menschenmaterial, sur le matériel humain, qui sont repris par Heidegger. Donc je trouve que Heidegger a en fait tiré de Nietzsche le pire qu'on puisse y trouver,
puisque Nietzsche est un auteur plein de tensions qui contient un piège, mais aussi parfois des moments de recul et de critique. C'est critique des antisémites, etc. Alors ça, c'est seulement en 1945, quand Heidegger essaiera de se justifier devant les autorités de l'occupation, qu'il rappellera que chez Nietzsche, il y a une critique de l'antisémitisme. Et il dira que ses cours sur Nietzsche étaient un geistiger Widerstand, une résistance spirituelle et un Auseinandersetzung, un débat avec le national-socialisme. Mais donc c'est la version qu'on utilise aujourd'hui quand on veut défendre Heidegger. Mais en fait, quand on lit les cours dans le Gesamtheidegger, on voit que ce n'est pas du tout une résistance au nazisme. Es que voy a hacer la traducción al mismo tiempo, es como que esto no está el texto, sino que es oral. Bien, respecto a la pregunta del profesor Eduardo Álvarez sobre la influencia de Nietzsche en Heidegger, en la investigación que ha realizado Manuel Pey, particularmente en la reedición de las obras que aparecen en la obra integral, en los cursos que dedica a Nietzsche desde 1936 a 1941, año en el que ya deja a Nietzsche y es Hölderlin el que se ocupa. En la reedición aparece verdaderamente en el curso la publicación una doctrina de la aniquilación, la exterminación, la de Nietzsche. Entonces, la aniquilación sería el primer término que emplea el profesor para hablar de esa interpretación y de exterminación. De hecho, entre Nietzsche y Heidegger se da una interpenetración. No se sabe muy bien lo que pertenece a uno y lo que pertenece a otro. Hay textos en Nietzsche donde trata de buscar precisamente esta teoría del exterminio dentro de la propia filosofía de Nietzsche. Y Heidegger extrae precisamente, ya a partir de 1925, esa publicación, textos en los que califica a Nietzsche de introductor de teorías antisemitas. De hecho, y es una de sus interpretaciones fundamentales, extrae de Nietzsche lo peor que puede obtenerse de su pensamiento. Gracias. Profesor. Yo creo que la pregunta es una pregunta dúplice, es decir, por un lado afecta a la relación de Heidegger, o la solicitud de precisión de la relación a la que me he referido de Heidegger con el legado romántico, y por otra parte la relación Nietzsche-Heidegger desde la perspectiva de ese legado. Claro, el legado romántico es un legado bifronte, del mismo modo que Nietzsche es un pensador profundamente bifronte. En Nietzsche hay elementos, podríamos llamar románticos, críticos de la modernidad, pero por otra parte Nietzsche es la consumación de la ilustración y es un ilustrado radical. Nietzsche es las dos cosas a la vez, del mismo modo que nuestra civilización es a un tiempo represiva y emancipatoria y emancipadora, y eso es lo que somos, y eso es lo que somos. Bueno, no me parece ningún azar que el romanticismo comience precisamente con Herder, que es un nacionalista, es el introductor en Europa del concepto de Volksgeist, de espíritu del pueblo, y del nacionalismo que él interpreta como un fenómeno revolucionario, y que muchos nacionalistas creen que es muy revolucionario, otros en cambio creemos que es un concepto profundamente reaccionario, y con ello simplemente apunto a la ambigüedad constitutiva de la cuestión. Pero, desde luego, si uno coge autor tras autor del romanticismo, como por ejemplo hace Safransky en su último libro, que acaba de aparecer en castellano, titulado Romanticismo, pues efectivamente uno se encuentra con que todo esto que Julio detalla como puntos, digamos, modernos, criticados por Heidegger, dentro de esa especie de exaltación de la Kultur alemana, naturalmente con K, contra la civilización anglo-francesa degenerada, víctima de la racionalidad instrumental, etcétera, etcétera, vendría a ser lo siguiente. Pero este último término se entiende como la mera civilización anglo-francesa de la modernidad. Se entiende desde la mezcla de sangre a la bolsa,
desde la democracia liberal al derecho internacional, desde el pacifismo al individualismo, desde el egoísmo capitalista transnacional a los poderes de la ciencia y técnica al servicio de los derechos universales del hombre, desde el concepto de libertad y justicia social a la prensa internacional, desde la duda reflexiva a la falta de resolución ante el destino, desde el pacto social a la fusión entre fuertes y débiles, desde la mecánica de Newton al darwinismo, de la contingencia y azar de Darwin, desde el escepticismo de Hume a la razón pura de Kant. La cultura por oposición real es lo ario, lo propio, auténtico, histórico, comunitario, el espíritu de sacrificio, la disponibilidad para la prueba, el estar resuelto, la camaradería, desde luego la interioridad, etc. Bueno, entonces, a partir de ahí, claro, hay necesariamente que poner el antisemitismo. Y yo ahí me remitiría a Wagner. Wagner fue un revolucionario, participó en las revoluciones burguesas de los años 30 y 40 en Alemania del siglo XIX, revoluciones fracasadas, en la estela de la gran restauración que puso en marcha el Congreso de Viena y que, pues bueno, fue una revitalización del ancien régimen en toda Europa que en realidad no acaba propiamente hasta 1914. Bien, pues Wagner, que en sus escritos teóricos repite toda esta crítica a la sociedad moderna por todo eso, termina identificando esa civilización comercial, capitalista, vendida al dominio de la razón instrumental, entregada al puro cálculo, a la lógica del beneficio, etcétera, 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 con el judaísmo. Eso es el veneno judío. Esa es la civilización que los judíos han construido y a la que nos han obligado. De modo que todos los males del capitalismo, que desde luego tiene muchos, serían un producto del judaísmo. Entonces, Heidegger es un anticapitalista, es un anticapitalista absoluto, es un revolucionario. No nos olvidemos de que el nazismo se autoconsidera como revolucionario, es una revolución conservadora, pero que reivindica la comunidad y la tradición frente a la desagregada y disolvente y rota sociedad moderna, individualista, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que el franquismo también se autodenominaba revolución nacional sindicalista, aunque su sustancia última ideológica no era el racismo, sino el nacionalcatolicismo. De modo que, claro, entonces, ¿dónde colocamos ahí a Nietzsche? Bueno, Losurdo tiene un libro magnífico sobre Nietzsche que se llama El rebelde aristocrático. Nietzsche es aristocrático y rebelde. Es ilustrado y en algunas vetas es romántico. Bueno, yo creo que eso es una contradicción que le da una particular fosforescencia al pensamiento de Nietzsche. Para mí, si prescindimos de algunas exageraciones a las que Nietzsche, por otra parte, como buen retórico y gran escritor, era muy dado, es un ilustrado radical. Lleva la ilustración a su verdadera culminación. Relación con Heidegger. Bueno, a Heidegger le interesa sobre todo el Nietzsche antisemita, que se inventa prácticamente, porque Nietzsche dejó muchos testimonios de su desprecio por el antisemitismo. Entre otras cosas, el que le inspiraba su propio cuñado, el señor Förster, el que se casó con su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, que era un nacionalista pangermánico, proto-nazi y desde luego antisemita, pues muy marcado. Y luego, claro, es el Nietzsche de la voluntad de poder. Una voluntad de poder que Heidegger también interpreta naturalmente muy por domo sua. Claro, con lo cual yo creo que hay una especie de expolio de Nietzsche. Que naturalmente no fue el único nacionalsocialista que usufructuó a Nietzsche, Heidegger, por supuesto. Que en la obra de Nietzsche hay elementos que extrapolados pueden dar lugar a pie, pues desde luego. Pero bueno, la obra de Nietzsche, como ya he dicho, es muy compleja y es una obra que en cierto modo posibilita una operación que como tal operación no deja de ser abusiva. Pues yo quiero insistir un poco en el tema de Nietzsche y Heidegger, porque hace 2 semanas estuve en una conferencia en Valladolid, sobre todo a cargo de historiadores más que de filósofos, y escuchando a Ferran García, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, que ha estudiado mucho el tipo de cosas que leían, pero que leían no solo los nazis o los fascistas italianos, sino que leían los anarquistas o los comunistas,
resulta que lo que esta gente llevaba en el petate no era eso que aparece en nuestros carteles tan bonito, ¿verdad? Ser y tiempo, que sería además pesadísimo y tediosísimo, sino que leían a gente como Dostoyevsky, Stirner y precisamente Nietzsche. Yo creo que hay un Nietzsche profundamente reaccionario, es decir, lo digo por lo que dijeron los historiadores, pero aporto otro dato. Israel Gutman, que es un grandísimo historiador del Holocausto, como ustedes saben, dice que lo característico alemán fue la fusión de un racismo de tipo biológico, que había comenzado antes de los nazis, como todos sabemos en otros países, y un racismo de tipo político-ideológico, que vendría a confundirse con lo que aquí se llama, me imagino porque no he leído las obras, racismo espiritual. Ese racismo político-ideológico es plenamente alemán, dice Israel Gutman, y yo creo que sí, a pesar de que yo adore a Nietzsche, pero a lo mejor también a Nietzsche le tenemos que estudiar más detenidamente. Ese racismo político-ideológico quiere hacer una revisión de la civilización occidental, pero no para deconstruirla o para mejorarla, sino para subvertirla y destruirla. Yo creo que hay muchas páginas de Nietzsche donde claro que se identifica al judeocristianismo como algo que impidió que eso otro de la historia, no sabemos qué será el judeocristianismo, que ya incluso lo ve muchas veces hasta en los autores griegos, es decir, las revoluciones de los débiles, el conocimiento, siendo él un gran epistemólogo, el conocimiento que muchas veces sirve a los débiles, bla, 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 todo esto que sabemos de Nietzsche. Yo creo que Nietzsche es verdad que tiene, cuando dice nosotros los buenos europeos, nosotros pero que es en su apreciación de la civilización occidental, donde ha terminado la civilización occidental, en el liberalismo, en el marxismo, en la emancipación de los judíos, en la inclusión de todo tipo de gente que son débiles, y en esa distinción terrible que hace entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Los nihilistas activos están ahí para ayudar a la gente que se quiera tirar por la ventana. Tiraos, vamos a abrir la ventana, a ver si os matáis pronto. Me parece que hay un Nietzsche profundamente antioccidental, profundamente reaccionario. No creo que él sea tampoco el iniciador de esta historia. Simplemente quiero apuntar que entre los muchos filósofos, escritores, poetas, etcétera, que contribuyeron a lo que hoy parece que se tiene aquí en cuenta, cómo fue esto posible, Nietzsche tendrá que ser examinado con mucho más cuidado. Gracias. Bueno, yo a eso lo único que podría decir es que yo estoy de acuerdo en que Nietzsche es un crítico de la modernidad absolutamente radical en su deriva, en la deriva de la modernidad, quiero decir, socialista, no socialista, desde luego por supuesto, pero no solamente socialista, sino democrática. Y en ese sentido es un antidemócrata. Ya tomará y subrayará la definición de lo zurdo como un rebelde aristocrático. Sí, en definitiva hay ahí un designio aristocrático. Ahora tendríamos que analizar mucho qué clase de aristocratismo es, porque esto es más complejo de lo que parece y desde luego no tiene nada que ver con el intento heideggeriano de formar una nobleza. Dice, ya decaída la nobleza prusiana, pues ahora vamos a formar una nobleza que formaré yo nacionalsocialista. No se reduce desde luego esto. Ahora bien, siendo como es antidemócrata y antisocialista, sin embargo, por ejemplo, pues, ¿por qué ese gusto por Voltaire desprecia a Rousseau? Rousseau es populista, evidentemente, y Nietzsche es antipopulista. Sin embargo, uno de sus ídolos era, desde luego, Voltaire. Y yo creo que en esa contraposición se ve muy bien qué clase de ilustrado era Nietzsche. Era un ilustrado aristocrático, pero ilustrado porque, desde luego, hay una gran cantidad de textos de Nietzsche en los cuales, bueno, cuando se ocupa de los ídolos, por ejemplo, en Crepúsculo de los ídolos, de algunos ídolos, cuando se ocupa del cristianismo, etcétera, etcétera, en realidad a mí muchas veces a quien más me recuerda es a los críticos de la ideología, a toda la ideología crítica de la tradición marxista, por ejemplo, estando en las antípodas. De modo que Nietzsche es muy complicado. No lo liquidemos sumariamente como un destructor de la civilización occidental, porque es algo más que eso, Y su encaje con el nacionalsocialismo, ya he dicho que es posible, hay condiciones de posibilidad de ese encaje, pero no deja de haber también una manipulación en ese encaje. Y luego yo no he encontrado, y yo he leído mucho a Nietzsche, y desde luego traduje
que junto con otro compañero, los 4 volúmenes de Jan sobre Nietzsche, que ya es traducir, una cosa así, los 4. Y yo no he encontrado tanta profesión de fe explícita de antijudaísmo, de antisemitismo. Más bien habla con bastante desdén del antisemitismo. Por lo menos esa es mi experiencia como lector. No sé, igual me he equivocado. Pero Julio sabe mucho de eso. Muchas gracias. Invitamos a continuación a los estudiantes, especialmente por si quieren formular alguna cuestión. Especialmente los que tienen examen. Para el profesor Feig, es que hay un momento en el libro que dice... Gracias. Hay un momento en el libro que dice que ese es el seminario que dio Heidegger a sus alumnos sobre el Estado en Hegel, de 1935 creo que es, en el que dice: se ha dicho que en 1933 Hegel estaba muerto, al contrario, fue solamente entonces cuando comenzó a vivir, que fue además muy polémico porque enfrentó con Carl Schmitt, en teoría, con el tema de que Carl Schmitt dijo que no es así, sino que Hegel muere en ese momento. Y al hilo de lo que ha dicho Pura Sánchez sobre ese racismo político y racismo biológico, dice en el libro que es precisamente la biología el elemento que enfrenta a Schmitt y a Heidegger, pero yo no lo entiendo muy bien porque antes en el libro también apunta